Bien, bonjour à tous. Monsieur le Président, cher Dominique Belmary, je suis ravi d'être chez votre banquier pour parler. Mais on le connaît bien, c'est pas dire que c'est le meilleur de tous les banquiers, parce que sinon on va dire que j'y ai moi-même mon compte en banque, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est un banquier de l'économie sociale qui appartient à un groupe qui lui aussi se revendique comme un groupe bancaire qui finance l'économie sociale, mais je vais en dire un mot. Du groupe. Et puis je vais essayer de vous dire de quelle manière nous avons essayé à travers cette loi sur l'ESS, en essayant de répondre à vos questions, de répondre d'abord aux demandes du secteur, qui étaient importantes, à la fois de sécurité juridique, de donner des moyens de développement, qui ne sont pas que des moyens financiers, qui sont aussi des moyens légaux ou réglementaires. C'est ce que nous avons essayé de faire, mais clair, l'objectif était de créer un écosystème qui, intégrant la loi de finances précédente, celle-ci, les dispositions nouvelles de BPI France à l'égard du financement de l'ESS, le PIA, mais également donc les instruments nouveaux que l'on crée par la loi permettent, ou en tout cas nous permettent de dire que l'objectif d'un changement d'échelle pour l'économie sociale et solidaire est possible. Changement d'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons que la part de l'ESS dans le PIB grandissent, que la part de l'ESS dans l'économie française grandisse. Alors je sais bien que déjà en soi, considérer que l'ESS ne se mesure qu'à travers le PIB, c'est presque une insulte faite au secteur, et je comprends parfaitement qu'on puisse le dire, même si, et j'indique cela pour vous tous, nous recevons cette semaine ou la semaine prochaine les conclusions du rapport Frémaux sur la mesure ou l'évaluation de la contribution de l'économie sociale et solidaire, pas simplement à la création de valeur sous la forme de points de PIB, mais avec une volonté à ce que les instruments statistiques s'adaptent aujourd'hui à ce que sont les spécificités de l'ESS, à mesurer ce qu'est la contribution du bénévolat aujourd'hui à la création de valeur, ce qu'on appelle aussi la stratégie des coûts évités, bref, que l'on mesure différemment ce qu'est l'impact aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, pas simplement à la création de richesses, mais aussi à la cohésion sociale, ce qui paraît justifié dès lors que beaucoup des structures de l'économie sociale et solidaire revendiquent une utilité sociale. Mais pas toutes. Et c'est pour ça que je veux très vite rentrer dans les débats que vous avez ouverts, qui, semble-t-il, ont animé votre journée, pour vous donner mon opinion. Vous expliquer, en tout cas, pas vous expliquer, vous les connaissez, mais essayer de vous convaincre du bien fondé des options que nous avons prises. Parce que cette loi et les choix politiques que nous avons faits dans le domaine de l'ESS depuis 1 an et demi nous amènent à prendre des options. Incontestablement, par les débats que cela crée, par les oppositions que cela lève, il y a des options qui sont des options claires, parfois tranchées, peut-être même clivantes, qui sont prises dans le texte de loi sur l'économie sociale et solidaire. Et la première d'entre elles portait justement sur le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Et sur le fait de savoir si oui ou non nous étions inclusifs. Et inclusif, tout le monde, on voit bien, pour inclure qui? Des sociétés commerciales qui veulent entreprendre différemment, qui veulent se réclamer d'un modèle entrepreneurial qui n'est pas le même que les sociétés de capitaux classiques, et qui pour cela se voient appliquer par la loi des principes, des critères qui sont relativement exigeants et qui justifient qu'elles puissent se revendiquer demain de l'économie sociale et solidaire. Un point là-dessus, le changement d'échelle, c'était pour nous consolider les acteurs historiques de l'ESS, la famille coopérative, la famille mutualiste, la famille associative, la famille des fondations, leur donner les moyens de pouvoir continuer à grandir
sous le statut qu'ils ont choisi. C'est ce que nous faisons pour le monde associatif. J'y reviendrai avec la sécurisation de la subvention, des dispositions importantes sur les questions de fusion. C'est ce que nous faisons avec évidemment les titres associatifs aussi dont vous avez parlé. C'est ce que nous faisons pour la famille mutualiste à travers la création des certificats mutualistes qui vont permettre aux associations d'investir plus tranquillement ou plus librement qu'elles ne le faisaient jusqu'ici. C'est aussi par la possibilité de la coassurance pour qu'elles puissent, là encore, être en situation concurrentielle dès lors que l'ANI crée un cadre nouveau pour permettre aux Français de bénéficier d'une complémentaire santé. C'est aussi le cas pour les différentes familles coopératives. On pense au SCOP, parce qu'on y pense souvent, mais qui pourront se développer sous la forme de groupes de SCOP désormais. Ils ne seront plus obligés de se développer par la création de filières en SA, ce qui était quand même une vraie limite au développement du modèle des SCOP. C'est le cas aussi pour les conditions d'entrée et de sortie dans le modèle coopératif. Il y a là des mesures qui vont permettre à ces familles historiques de se développer, et de se développer sous le statut qu'elles ont choisi, sans être obligées d'altérer ce statut dès lors qu'elles grandissent, qu'elles croissent en taille. Mais il y avait, et c'est là l'autre option, la volonté de notre part de dire le changement d'échelle passe aussi par le fait d'accueillir, fort de nos principes, ceux de l'économie sociale et solidaire, sûrs d'ailleurs de leur robustesse, d'accueillir de nouveaux entrants. Et c'est le choix politique que nous avons fait que de permettre donc à des sociétés commerciales de rentrer dans le périmètre de l'ESS sous 3 conditions, et qui sont quand même pas minces. La première, c'est de respecter les principes qui sont ceux définis à l'article 1 de l'économie sociale et solidaire. Deuxième, c'est d'avoir une utilité sociale, au sens où il est défini encore, où elle est définie par la loi, et je vais y revenir d'un mot. Et la troisième, c'est justement pour ces sociétés commerciales d'encadrer la lucrativité de manière très précise, puisque la loi dit les conditions dans lesquelles ces entreprises devront limiter leur lucrativité. Mais je veux revenir sur le deuxième critère, l'utilité sociale. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans le débat que nous avons eu au Sénat, notamment avec un certain nombre de sénateurs, c'est que c'est la confusion qui existe à l'endroit de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'à certains égards, elle est mal nommée. Économie sociale et solidaire, tout le monde entend que l'entreprise a forcément une utilité sociale. Or, ce n'est pas le cas. Toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire n'ont pas forcément une utilité sociale au sens historique du terme. Une SCOP, par exemple, qui ferait des machines à laver, et il en existe, ou du bâtiment, n'a pas d'utilité sociale à l'endroit de la société, à l'exception du fait qu'à nos yeux, le modèle entrepreneurial qui est le sien est utile au sens où il permet aux salariés, en étant propriétaires de leur entreprise, eh bien, de décider des choix qui sont des choix qui font de leur entreprise une entreprise plus pérenne, plus tempérante, plus robuste sur le moyen et long terme. Mais au regard de l'activité qui est la sienne, c'est-à-dire vendre des machines à laver, ces machines à laver sont, SCOP ou pas SCOP, pas d'une autre utilité sociale que, grâce au progrès des techniques, nous permettent de laver le linge dans des conditions un petit peu différentes de nos grands-mères qui battaient le linge au lavoir. Ça, ce progrès-là, il est partagé par les spécialistes de l'électroménager, qu'ils soient SCOP ou pas. Donc l'utilité sociale, en soi, ne caractérise pas forcément une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et c'est d'ailleurs cette confusion qui existe chez ceux qui voient de très loin l'ESS quand ils doivent en parler, c'est qu'ils lui assignent une utilité sociale là où bon nombre d'entreprises de différentes familles de l'ESS n'ont pas d'utilité sociale à travers ce qu'elles vendent, services ou biens, mais sont membres de l'ESS en raison de leur modèle entrepreneurial. Et c'est ce modèle entrepreneurial qui nous intéresse. Mais quand justement on assigne comme contrainte ou exigence à ces sociétés commerciales de respecter les dispositions de l'article 1, déjà, qui caractérise toutes les familles de l'ESS, qu'on y rajoute l'utilité sociale et qu'on encadre précisément leur lucrativité, elles vont avoir, en termes d'encadrement de leur activité, pardon de le dire, une série d'indicateurs qui vont bien au-delà de ce qu'on demande à la coopérative agricole lambda. Pourtant, elle, membre de l'ESS par statut. Donc, je veux insister là-dessus, les nouveaux entrants, et qui sont très volontaires pour entrer, vont se voir, je le dis parce qu'il y a un vrai mouvement, hein, il y a même un authentique engouement dans ce pays
pour l'entrepreneuriat social, se verront appliquer des principes qui sont des principes quand même relativement contraignants. Je dis ça avec d'autant plus d'amusement, encore que vous allez voir que ça m'amuse quand même que moyennement, que ça m'a beaucoup frappé, que de voir que c'est du monde de l'économie sociale qu'est venue la critique la plus forte à l'endroit d'une disposition emblématique de ce texte, puisque, vous savez, ce texte crée un droit d'information pour les salariés, qui va permettre, à nos yeux, de faciliter la transmission pour tous les salariés des entreprises de moins de 50. C'est 8,8 millions de salariés qui seront dotés d'un nouveau droit, progrès social incontestable. Et tu m'en voudras pas, Hugues, mais c'est quand même de BPCE et d'un de ses salariés que les coups de glaive, en tout cas, ils nous ont pas fait très mal, mais médiatiques, sont venus dans les derniers jours pour expliquer que le nouveau droit allait compliquer la transmission d'entreprise, qu'au contraire, on allait conduire à ce que des transmissions échouent en raison de ce droit, etc. Et c'est une étude BPCE que nous avions utilisée sur la transmission qui nous a apparu intéressante, mais son auteur, j'imagine qu'il a dû le faire avec l'autorisation de ses chefs, qui est allé au meeting un peu farfelu de Pierre Gattaz, où on donnait des cartons jaunes au gouvernement qui venait de voter 20 milliards d'euros de crédit d'impôt. Mais bon, je ne me souviens pas qu'il y avait des meetings de la même nature sous le précédent quinquennat, alors qu'il n'y avait pas 20 milliards d'euros de crédit d'impôt, mais ça, fin de la parenthèse. Mais donc, c'est dans ces meetings-là que le glaive était porté contre la disposition, une disposition phare de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, c'est cruel, mais c'est ainsi. Bon, je vous avoue que je vis avec, hein, mais c'est amusant qu'une banque, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a en son sein Crédit Coopératif, qui est effectivement sans laquelle cette banque, bon nombre de projets, pour pas dire l'essentiel des projets dans l'économie sociale et solidaire n'aurait pas vu le jour, que ce soit de là, que soit venu dans les derniers jours quelques méchants coups de canif contre le texte défendu par le gouvernement. Mais ça m'a amusé, c'est pour ça que je vous en parle. J'aurai l'occasion d'en parler aux responsables de cette banque d'ici peu. Et non, mais je préfère dire, moi, vous savez, j'ai pas deux langages. Je rentre toujours par la porte de devant, moi. Donc, et en avertissant que je rentre. Donc, fin de la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que c'est effectivement une option politique que nous avons prise. Mais nous avons voulu être exigeants à l'endroit des nouveaux entrants et en même temps ne pas oublier qu'une partie des critiques qui étaient formulées à l'égard de l'ESS devait être entendue. Et entendue parce que nous voulons, nous, que l'ESS change d'échelle, mais qu'elle change d'échelle toujours en respectant un certain nombre des principes fondateurs de cette économie. Alors, sur ce que vous dites, et le choix, là encore, le pari de la confiance que nous faisons à l'égard des nouveaux entrants, et le principe déclaratif qui sera celui de ces nouvelles entreprises sociales et solidaires. Nous avons voulu, là encore, faire le même choix que ce que nous faisons pour les associations. Quand on dépose ces statuts en préfecture, c'est du déclaratif. Je dépose mes statuts loi 1901, et je sais que je suis encadré par la loi, mais il n'y a pas d'instruction qui amène à ce qu'on me tamponne un petit papier, après instruction pour vérifier si oui ou non les statuts que j'ai déposés, l'objet social, m'amènent à respecter fondamentalement dans la pratique, tous les principes qui sont ceux d'une association de loi 1901. Ça, c'est aussi... ensuite, vous pouvez avoir le fisc qui passe chez vous et qui vérifie si oui ou non vous êtes en conformité. Là encore, nous avons fait un choix, celui à la fois de la simplicité et de la confiance. Il y aura sans doute, et je ne mettrai pas ma main au feu pour affirmer le contraire, des entrepreneurs sociaux qui ne seront pas tout à fait dans les clous de la loi. Et peut-être les trouverons-nous assez vite et leur dirons-nous, écoutez, nous leur dirons, vous n'y êtes pas, vous êtes en infraction avec la loi et on corrigera le tir. Mais nous n'avons pas voulu rentrer dans cette
loi et dans la définition de ce périmètre par une logique que l'on aurait trop contraignante et finalement si lourde qu'elle finisse par lasser et les entrepreneurs qui veulent entreprendre de cette manière-là et les services de l'État qui auraient dû être en charge de l'instruction de ces dossiers. Donc c'est le choix politique, l'option que nous avons prise, et moi je l'assume, même si je comprends qu'elle n'est pas dénuée de risques, et qu'il faudra regarder très concrètement derrière ce que sont les conditions de mise en œuvre de la loi, et je serai attentif évidemment à cela. Les points importants et qui vous concernent dans cette loi, c'est évidemment la sécurisation de la subvention. Mais et je sais que ce point-là a été réclamé par l'ensemble du monde associatif. Pourquoi ? Parce qu'on constate que sur le terrain, il y a un vrai recul du financement des associations par subvention. Alors, la première raison, c'est évidemment que la ressource publique n'est plus aussi abondante qu'elle l'était auparavant, mais pas que. Mais pas que. Et qu'il y a incontestablement une préférence de plus en plus marquée par un certain nombre de donneurs d'ordre pour la mise en concurrence au détriment de la subvention. Cette préférence, elle était aussi liée à une crainte que la subvention puisse tomber sous le coup de la législation européenne en matière d'aide d'État, une forme d'insécurité juridique qui était pointée notamment par la CPCA sur le financement par la subvention. Et on constate sur le terrain la diminution du nombre d'associations et une diminution du nombre d'associations que l'on peut parfaitement corréler avec une baisse des financements par la subvention. Et parce qu'il est incontestable que certaines associations n'ont pas les épaules pour pouvoir être sélectionnées, voire même concourir dans le cadre d'appels d'offres et de mise en concurrence sur un certain nombre de marchés publics. Donc nous avons voulu sécuriser la subvention de façon à permettre que le projet associatif et des associations de taille moyenne ou plus petite puissent continuer à avoir leur activité financée dès lors que, de surcroît, leur projet correspond à l'identification d'un besoin social non satisfait sur le terrain, qu'elles sont souvent les mieux à même de comprendre et de traiter. Et nous avons donc voulu, dans ce dispositif, dire aux donneurs d'ordre, vous pouvez à nouveau financer du projet associatif. Et faisons en sorte que le projet associatif puisse être financé sur la base du diagnostic des associations et que les associations ne soient plus, comme elles doivent l'être de plus en plus, des sous-traitants, des supplétifs finalement des collectivités locales contraintes de se conformer à un cahier des charges pour financer leur activité, sachant que ce n'est plus tout à fait leur activité, mais une activité pensée, partagée, co-construite. Ça peut être très positif avec des donneurs d'ordre, municipalités, départements, peu importe. Mais moi, je crois beaucoup à la co-construction, mais je crois aussi qu'il est indispensable qu'on continue à financer du projet associatif, 100% associatif. C'est le sens de cette disposition. Alors cette disposition, elle va aussi en matière de financement, j'en dis un mot puisque vous l'avez un peu évoqué, c'est en loi de finances, elle s'accompagne des mesures qui sont prises à l'endroit des associations, on va dire de taille moyenne, qui vont bénéficier de l'abattement à la taxe sur les salaires, mais je me suis quand même procuré quelques chiffres pour voir dans quelle mesure ça concernait les établissements qui appartiennent aux URIOPS et à l'UNIOPS. Et ne serait-ce que... Alors, je ne sais pas combien d'établissements ça concernait, je ne sais pas s'il y a des représentants de la région qui sont là, mais je regardais par exemple que pour la région Champagne-Ardenne, rien que sur les départements de Marne et Haute-Marne, il y avait 8 établissements qui ne paieront plus 1 euro de taxe sur les salaires grâce à la mesure que l'on a prise. Alors ce sont des établissements qui n'ont pas beaucoup de TP, mais qui vont jusqu'à 15 salariés, qui ont un équivalent jusqu'à une dizaine de TP, mais qui vont être exclus, en tout cas bénéficier d'une exonération totale de paiement de la taxe sur les salaires. Cette mesure qu'on a prise en loi de finances de l'année dernière, elle a un impact fort sur toutes les petites structures associatives qui vont jusqu'à donc 10 ou 15 salariés, puisqu'en portant l'abattement à 20 000 euros, elle en exclut beaucoup d'entre elles du paiement de la taxe sur les salaires, ce qui équivaut, je le redis, à, c'était 6 000, ça passe à 20 000, à l'équivalent d'une subvention souvent non anticipée par bon nombre d'associations de 14 000 euros pour ceux qui payaient jusqu'ici, en tout cas en théorie 20 000 euros.
en clair, avec l'abattement à 6 000, c'était 14 000, et qui là, grâce à l'abattement porté à 20 000, ce sera 0 euros, voire même pour ceux qui payent au-delà, hein. Cet abattement va amener certaines d'entre elles qui payaient 15 000 euros à ne plus payer que 1 000 euros de taxes sur les salaires. C'est quand même tout à fait bienvenu. Ça nous coûte, je le dis pour mémoire, 314 millions d'euros au budget de l'État. C'est pas une paille. Alors, on peut toujours considérer que c'est pas assez, mais c'est sans doute pas assez au regard des besoins qui sont ceux du secteur et au regard du bénéfice qui est par les certain nombre d'entreprises du CICE, qui pour les entreprises assujetties à l'IS va amener effectivement là à mettre beaucoup de beurre dans les épinards, notamment pour un certain nombre de concurrents qui existent et qui sont eux privés lucratifs. Mais c'est une mesure qui va permettre à bon nombre d'associations sur le terrain, qui sont des petits établissements, de pouvoir bénéficier d'une manne, en tout cas d'un abattement tout à fait bienvenu. Un mot encore sur la loi et sur deux dispositions qui me paraissent importantes. D'abord, la décision au Sénat d'anticiper la transposition de la directive européenne marché public sur la possibilité désormais de réserver des marchés à des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Jusqu'ici, on pouvait, dans le Code des marchés publics, réserver des marchés à des entreprises qui embauchaient des salariés en situation de handicap. Ce sera désormais possible pour des entreprises qui embauchent des salariés dits appartenant à des populations dites vulnérables, donc en clair en France, au secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est là encore, je pardonne de le caractériser en anglais, l'équivalent d'un Social Business Act à l'européenne. On parlait du Small Business Act américain, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en Europe, hélas. Mais ce Social Business Act, il sera possible, il est rendu possible, et il permettra donc de réserver des marchés à des acteurs de l'insertion par l'activité économique. C'est tout à fait important, mais je veux insister là-dessus parce que, là encore, on a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui sont directement concernés par ce dispositif. Un mot des DLA auxquels on va donner une assise juridique dans la loi. On l'a créé en 2002, ils ont joué un rôle important. Désormais, ils pourront, grâce à cette assise juridique, être accompagnés dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens par les collectivités qui le souhaitent, mais accompagnés pour pouvoir, justement, là encore, aider à la professionnalisation des projets et à la maturation des projets associatifs. C'était extrêmement important, mais je crois, là encore, qu'on répond à une demande du secteur. Et puis, vous l'avez évoqué, les pôles territoriaux de coopération économique, j'en dis un mot. Alors là, c'est une création des acteurs de l'ESS. La loi les reconnaît, va préciser leur financement. Nous avons commencé à les financer. On a fait un appel à projet à l'endroit des pôles existants, des pôles témoins existants, de ceux qui pourraient émerger. On a eu 170 dossiers pour lesquels la sélection se fera d'ici début décembre. La date limite, c'était le 31 octobre. Mais ça illustre la dynamique aujourd'hui dans les territoires de coopération entre les acteurs de l'ESS et parfois les acteurs de l'ESS et les acteurs de l'économie classique, autour souvent de projets très thématiques, mais 170 projets de PTCE, c'est considérable, hein. Alors on pourra pas, on avait dit qu'on en financerait 15 ce coup-ci, à hauteur de 200 000 euros pour chacun de ces PTCE, mais ça montre, on va faire des malheureux, et je pense qu'on va passer à côté de très beaux projets en finançant que 15, ce qui est un encouragement évidemment à en financer davantage l'année prochaine. Mais il y a autour de cette PTCE une incontestable dynamique d'organisation et de structuration de l'économie sociale et solidaire, et qui, moi, me rend très optimiste sur ce modèle-là pour l'avenir, mais devra nous amener à nous aligner aussi sur la demande issue des territoires, parce que ça crée, je vous dis, on s'attendait à ce qu'il y ait pas mal de dossiers, mais 170 comme ça. Alors il y en aura sans doute un peu légers, mais il y en a, je le sais d'ores et déjà, quelques-uns de très sérieux, et nous ne pourrons pas dire oui à tout le monde. Ça montre en tout cas le dynamisme du secteur. Bon,
Je terminerai par l'innovation sociale, puisque c'était une invitation à y répondre. Je ne vais pas revenir sur le rôle qui est le vôtre dans la réussite du programme Emploi d'avenir, par exemple. Mais avec un ancien DGEFP à votre tête, le contraire eût été quasi impossible. Ça vous met la pression pour tous les autres dispositifs qu'on va créer à partir de l'année prochaine, d'ailleurs. Mais plus sérieusement, sur l'innovation sociale, bon, c'est vrai que c'était plus dans notre texte parce que le Conseil d'État nous a trouvé trop bavards sur le sujet. On respecte le Conseil d'État, émitante assemblée, qui nous a beaucoup aidé. Donc, d'ailleurs, dans l'écriture d'un texte solide et qui puisse passer le cap du Conseil constitutionnel si celui-ci devait être saisi sur certains aspects de la loi. Cela étant dit, les parlementaires ont souhaité réintégrer un article qui définisse l'innovation sociale. Et je dois dire que je les comprends au sens où, bon, il donne une définition qui est quand même relativement large de l'innovation sociale. On n'est pas les portes se ferment pas trop, mais le banquier nous demande, lui, une définition pour faire son travail. Le banquier public notamment, et les régions également, puisqu'elles vont abonder le fonds d'innovation sociale. Et il nous semblait utile de soutenir, en tout cas pour le gouvernement, cet amendement parlementaire, cet amendement du Sénat, en faveur d'une définition de l'innovation sociale. Ne serait-ce aussi que parce que on voit bien que dans ce domaine-là, il y a tant à faire pour faire reconnaître l'innovation sociale, non pas au même rang, mais c'est pas pour moi une question d'ailleurs de rang, mais pour la faire reconnaître comme source de création de valeur et instrument de cohésion sociale, au même titre que l'innovation technologique aujourd'hui crée de la valeur. Mais le but, c'est pas de la hisser au même rang, mais c'est de lui donner la reconnaissance qui me semble indispensable aujourd'hui dans toute économie moderne, et notamment une économie qu'on veut inclusive. La stratégie de croissance française, elle se veut inclusive. Ça passe donc par le développement de l'ESS, et ça passait à nos yeux par cette définition de l'innovation sociale. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, le débat à l'Assemblée, il commence. Donc si vous voulez non pas le supprimer, mais améliorer la définition de la loi et la définition de l'innovation sociale, dans la loi, moi je vous y encourage vraiment, parce que ce texte, on l'a beaucoup travaillé. Ça a été long. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je voulais que ce texte soit examiné plus tôt. Et maintenant, je me rends compte que ces 6 mois de plus qu'un calendrier parlementaire totalement embouteillé nous ont obligés à prendre auront finalement été très utiles dans la capacité que nous avons eue à construire une majorité au Sénat. Et puis je vais terminer, pardon, d'être un ministre qui parle un peu de politique, mais en même temps, si on ne faisait pas un peu... on se demande pourquoi être ministre, si on ne fait pas de politique. Mais moi, je tire beaucoup de fierté, et je vais en faire franchement de la politique, beaucoup de fierté à ce que ce texte ait été soutenu par 5 confédérations salariées et voté par tous les groupes de gauche au Sénat. Voilà. Je le dis comme ça parce que je pense qu'il porte une vision et de l'économie et du progrès social associé à la performance économique qui tire les leçons de la crise. Et il n'y a aucun hasard à ce que 5 confédérations salariées aient communiqué pour dire « Oui, nous soutenons ce texte, il peut encore être amélioré sur tel et tel point », et que 4 groupes de gauche aient soutenu ce texte. Alors, c'est une période où il est toujours bon ton de dire que la recherche de l'intérêt général passe par le fait de trouver des solutions où tout le monde s'entende. Je suis d'accord, c'est mieux quand tout le monde soutient, mais parfois c'est pas forcément toujours mieux. Et je pense, oui, que là c'est un texte qui prend des options. Et que dans une période comme la nôtre, il faut prendre des options. Alors, ça fera pas que des heureux, toujours, mais ce texte est tout, mais sauf un texte anti-entrepreneuriat. Et je regrette que certains aient raté ce rendez-vous de l'entrepreneuriat social au moment du texte ESS. Vous allez vite comprendre à qui je pense en disant cela. Ceux qui parlent beaucoup d'entreprises, mais viennent de rater le rendez-vous de l'entrepreneuriat social. Je pense qu'il ne faut pas avoir, à l'égard de l'entrepreneuriat, une vision si dogmatique qu'elle finit par penser que la crise
n'était pas aussi une crise du modèle entrepreneurial. Moi, je pense que la crise que nous venons de vivre est aussi une crise du modèle entrepreneurial, au sens où le choix de ne faire confiance qu'aux sociétés de capitaux et pas aux sociétés de personnes, de ne pas mettre en œuvre de politique publique et de politique de financement en direction des sociétés de personnes et exclusivement en direction des sociétés de capitaux, nous a fait passer à côté d'un pan de l'économie qui avait pourtant besoin, à côté des collectivités locales, de l'État, des instruments de financement de l'État et de l'économie publique, en clair. Et c'est ce que nous essayons de faire, de rattraper le retard qui a pu être pris, y compris peut-être par la gauche, à une certaine période. C'est pas là, dans la responsabilité qui a été celle des gouvernants, je ne veux pas non plus accabler que nos prédécesseurs immédiats, mais là, nous essayons de réparer cela. Et le fait que, et je terminerai par ça, ce soit Jean Auroux, ministre du Travail de François Mitterrand, qui soit venu dire que la loi sur l'économie sociale, à ses yeux, je le cite, réparait un certain nombre des oublis qui avaient été ceux du gouvernement auquel il avait appartenu, montre en tout cas dans quelle filiation cette loi se situe. Et moi, j'assume cette option et je pense qu'elle est particulièrement féconde, pas simplement sur le plan social, surtout et d'abord sur le plan économique. Et c'est à ce titre que je crois que ce sera une loi économique importante de ce quinquennat. Je vous remercie.